Mesdames et messieurs, merci de nous faire confiance pour vous informer en ce début de la semaine dans Page Info de ce lundi, dont voici l'essentiel de l'actualité. Etienne Tshisekedi empêché à dépêcher le week-end dernier son émissaire Albert Moleka, qui a conféré avec le président du Congo d'en face, Denis Sassou Nguesso, les détails dans ce journal. Et puis la question autour du recensement de la population congolaise qui depuis l'an 84 n'a encore connu cette opération était au centre de la réunion de la Troïka de ce lundi présidée par le Premier ministre, auquel le ministre du Plan Célestin Vunabandi a pris part. Dans un autre registre, retenez que c'est aujourd'hui 19 août que l'humanité a célébré la journée mondiale des aides humanitaires sous le thème « De quoi le monde a-t-il besoin ?» Voilà tout pour le sommaire. Page Info, le journal. C'est depuis 1984 que la République démocratique du Congo n'a pas dénombré sa population. C'est pourquoi la réunion de la Troïka stratégique de ce lundi, présidée par le Premier ministre Augustin Matata Ponyo, a voulu se rendre compte de l'état de l'exécution de la feuille de route pour l'organisation du prochain recensement de la population. Aujourd'hui, M. le Premier ministre a voulu se rendre compte de l'état d'exécution de la feuille de route pour l'organisation du prochain recensement de la population. Et cet échange a permis de fixer un certain nombre de principes en ce qui concerne la mise à disposition du bureau central qui travaille sur cette activité, des moyens financiers nécessaires pour l'exécution de différentes activités. Les gouverneurs de la Banque centrale du Congo a par la même occasion présenté une feuille de route pour la dédollarisation de l'économie nationale. La feuille a été examinée et approuvée. Elle prévoit un ensemble de mesures qui vont s'étaler de fin août à octobre de cette année. Des mesures qui ont une finalité, c'est l'utilisation croissante du franc congolais dans les transactions courantes dans notre pays. La réunion du groupe thématique secteur productif a quant à elle examiné différents dossiers sur la relance des activités de la cimenterie de la province orientale ainsi que sur la revue annuelle des CRP2, dossiers présentés respectivement par le ministre de l'Industrie, des Hydrauliques ainsi que celui du Plan. Le grand rendez-vous tant annoncé et attendu, Etienne Tshisekedi Sassou Nguesso, n'a pas eu lieu. C'est plutôt Albert Moleka, son directeur de cabinet, qui a fait la traversée du fleuve Congo pour rencontrer le président Denis Sassou Nguesso, facilitateur des concertations nationales. Le Sphinx délimité n'a pas fait le déplacement de Brazzaville pour des raisons propres à lui, pour lesquelles la première a été réservée au président Denis Sassou Nguesso. J'étais porteur d'un message du président Etienne Tshisekedi à son frère, le président Denis Sassou Nguesso, pour lui faire part des détails de l'empêchement un peu sérieux dû à des raisons personnelles qui ont fait qu'il n'a pas pu effectuer ce voyage. Donc j'en ai livré les détails et le président Tshisekedi espère que dès que l'agenda du président Sassou Nguesso, qui doit se déplacer très bientôt, le permettra, ils pourront rediscuter pour se revoir le plus rapidement possible et partager sur tous ces sujets d'intérêt partagé. Alors, l'indisponibilité de M. Tshisekedi ne donne-t-elle pas raison à tous ceux qui pensent que la médiation du président Sassou est une mission impossible? Non, je viens de vous dire que pas cette indisponibilité, mais le fait que le président Tshisekedi n'a pas pu effectuer cette traversée était dû à un empêchement sérieux d'ordre personnel.
C'est depuis le 15 décembre 2008 que l'Assemblée générale des Nations unies a décidé par sa résolution 63-1391 désigner le 19 août journée mondiale de l'aide humanitaire afin de contribuer à sensibiliser le public aux activités humanitaires dans le monde, à l'importance de la coopération internationale dans ce domaine et de rendre hommage à tout le personnel humanitaire des Nations unies et au personnel associé qui s'emploie à promouvoir la cause humanitaire, ainsi qu'à celles et ceux qui ont perdu la vie dans l'accomplissement de leur mission, et invite tous les États membres de l'entité du système des Nations Unies dans les limites de ressources existantes, ainsi que les autres organisations internationales et les organisations non gouvernementales à marquer cette journée chaque année comme il convient. Cette année, la Journée internationale des aides humanitaires a pour thème international « De quoi le monde a-t-il besoin ?» Son objectif sera promouvoir une campagne internationale visant à faire participer le plus de nombre possible à un projet humanitaire. Le stade omnisport de Martyr doit retrouver sa réputation d'antan. Un cadre sportif de renommée internationale a ce jour été abandonné à son triste sort. Aujourd'hui, c'est au travers un réseau de femmes fortes et la société civile associée ont participé à une séance de formation qui était axée sur l'assainissement de ces beaux cadres omnisports de Martyr, en assainissement des installations hygiéniques de ces beaux stades, car ces sites ont besoin d'être sains avec des toilettes propres. Une occasion pour les séminaristes de cette formation ouverte pour l'assainissement du stade d'émettre des avis compte tenu de la pertinence de cette formation. Nous dirons que c'est une satisfaction parce que vous avez constaté avec nous qu'il y avait des toilettes qui étaient bouchées. Mais 2 jours après, nous avons constaté que ça se passe bien. On espère que ça va continuer à bien se passer. Donc c'est un sentiment de satisfaction. Prenant part à cette formation, M. Herman Guédico, cadre de la société civile, s'est exprimé quant à ce. On voulait juste amener à renforcer les capacités de nos jeunes mamans qui vont nous aider à l'aménagement du stade comme site touristique. C'est comme ça que nous avons voulu qu'on fasse au moins 2 jours de formation et c'est aujourd'hui que nous venons de clôturer. Et nous avons clôturé par l'exposé de nos frères sud-africains qui ont démontré comment est-ce qu'on peut utiliser les produits Super Soer que nous ont amené ici chez nous au Congo. Et nous avons aussi visité comment est-ce que ça a donné vraiment l'ampleur ici au stade de Martyr. Aujourd'hui, toutes les stades, les toilettes et les stades, vraiment c'est propre. Ces réseaux de femmes fortes avec la société civile souciée de voir le stade de Martyr redorer sa plus belle image s'activent à de telles initiatives pour sauver l'intérêt de toute la communauté. C'est en prévision du match retour comptant pour la phase éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations CHAN 2014 qui se déroulera en Afrique du Sud que les léopards locaux iront à Yaoundé pour croiser les fers avec la formation camerounaise. C'est le week-end dernier au stade de Martyr de la Pentecôte que le sélectionneur de cette formation, Santos Moutoubile, a réuni autour d'une séance d'entraînement ses poulains en vue de mieux préparer cette rencontre qui est d'une importance capitale. Bon nombre de joueurs ont répondu présents à ces rendez-vous, à part quelques absences qui est justifiées. Oui, on est en train de travailler dur. Dommage qu'il y a quelques absences, c'est-à-dire récemment que j'ai révélé qu'il nous a profité. J'espère qu'on va les retrouver en machine, parce qu'il a dit que peut-être il va nous suivre en machine. Mais c'est un match très capital pour nous, c'est un match de barrage, comme vous le savez. Mais on va le jouer à fond, n'est-ce pas, pour préserver nos chances au match retour. Donc les joueurs ils sont conscients de ça et puis on verra bien. Après la victoire conquise contre le Congo-Brazza, les léopards locaux s'en vont pour le 24 août prochain à arracher la qualification à Yaoundé contre les Lions Indomptables du Cameroun. Un match que les léopards n'ont pas intérêt à livrer la complaisance. Ils se sont unis à jamais dans le pire et dans le meilleur. C'est samedi 17 août 2013. Le professeur Dieudonné Moussibono et Abous Patricia Balanda. Pour donner à cette cérémonie de mariage civil plus de couleurs,
le couple Musibono a convié leurs invités de marque dans le cadre parasidiaque de l'espace Ngindu. Devant les deux familles réunies, amis et connaissances et autres invités de marque, l'officier de l'état civil a prodigué aux nouveaux mariés des sages conseils conformant au code de la famille avant de recevoir la déclaration d'amour réciproque des heureux mariés, tout en leur déclarant officiellement mari et époux. Patricia Batuli, je te donne cette alliance en signe de notre amour, de notre lien indestructible. Retiens que les ronces et les épines n'empêchent pas celui qui veut d'atteindre la rose qu'il aime. Voilà. Madame, comme vous avez accepté librement en foi de quoi, je vous déclare légalement unis par le mariage civil sous le régime de communauté réduite aux acquis, en présence de vos deux témoins. Sur ce, je vous présente mes très sincères félicitations. Désormais, Abous Patricia Balanda est devenue officiellement Madame Musibono. C'est conformément à la réglementation congolaise en la matière, telle qu'est arrêtée dans le code de la famille qui fixe que le mariage civil est opposable à tous. L'assistance a congratulé de ces fêtes les heureux mariés qui entament un nouveau voyage à deux pour le reste de leur vie. Tard dans la soirée, tous les invités se sont retrouvés autour du couple Dieudonné et Patricia Musibono dans la salle des fêtes universelle sur le boulevard du 30 juin pour fêter l'événement. La gaieté était au rendez-vous. Désormais, ils ne sont plus deux, mais ils forment un seul corps. La Guinée s'est lancée sur la voie de la reconstruction. À part les projets d'infrastructure et de l'amélioration du réseau électrique et minier, le président Alpha Condé veut aussi poursuivre la stabilité politique et la relance économique. Pour mener à bien tous les chantiers, le gouvernement souhaite ainsi lutter contre la corruption et asseoir la bonne gouvernance. Nous avons atteint le point d'achèvement de l'initiative pour les pays pauvres très endettés, PPTE. Cela a permis l'allègement de net dette extérieure de 2,1 milliards de dollars. Ce succès a été obtenu grâce aux efforts déployés par le gouvernement en quelques mois seulement. Le succès de notre pays repose sur la bonne gouvernance et les performances macroéconomiques réalisées depuis 2011. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. La croissance a plus que doublé. L'inflation a été réduite de moitié. Ces souhaits devraient être plus concrets selon l'opposition. La transparence dans la gouvernance reste ainsi l'une des conditions de la stabilité et de la cohésion nationale. Il faut avancer en préservant le pays des affres d'une guerre civile. Il faut avancer pour qu'il y ait la stabilité dans le cadre d'une gouvernance sérieuse et correcte qui prenne en compte les attentes des populations. En parallèle avec la réalisation des projets de développement, l'opposition et le gouvernement sont arrivés à un compromis pour l'organisation des élections législatives transparentes prévues le 24 septembre prochain. Signé après plusieurs jours de négociations, cet accord permettra d'aller à des élections inclusives et libres afin de pouvoir stabiliser le pays jusqu'ici marqué dans son histoire par des violences politiques, militaires et ethniques. Inflexible, c'est l'image qu'a voulu donner dimanche soir le général Abdel Fattah al-Sisi, chef de l'armée et nouvel homme fort en Égypte. Malgré les violences de ces derniers jours, il a affirmé ne pas vouloir céder. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Nous ne tolérons pas les traîtres et ceux qui causent cette menace. Non, nous ne voulons pas de cela. Je peux vous l'assurer à vous tous. Je veux que cela soit clair pour tout le monde ici. Nous ne trahirons pas,
Nous ne conspirons pas. Nous sommes une institution honorable et patriotique. C'est un rapport de force qui se joue aujourd'hui entre le chef de l'armée et les frères musulmans. Ces derniers ont toutefois montré des signes d'apaisement dimanche, annulant plusieurs de leurs rassemblements. Apaisement également souhaité par la population égyptienne. Ce que le général a dit est juste. Nous rejetons la violence d'un côté ou de l'autre. Qui sont ceux qui meurent? Ce sont les Égyptiens. Nous sommes avec Sisi et avec tous ceux qui veulent la réconciliation en Égypte. Nous soutenons toutes les initiatives en ce sens. Ces derniers jours, beaucoup d'Égyptiens ont quitté les rues pour rejoindre les mosquées où des veillées et des prières sont organisées. Un plan de sortie de crise a été proposé dimanche par le Premier ministre. L'initiative prévoit la participation de tous les partis politiques et la garantie du respect des libertés. Le sort de Mohamed Morsi, toujours en détention, et des principaux cadres des frères musulmans n'a cependant pas été abordé. Les mondiaux de Moscou ont prouvé une nouvelle fois que l'athlétisme africain se porte bien. Comme en 2011, le continent totalise au total 30 médailles, dont 9 en or. Parmi les performances les plus remarquées, celle de l'Ougandais Stephen Kiprotich, arrivé en tête du marathon, ou encore l'argent de l'Ivoirienne Muriel Aouré aux 100 et 200 mètres. Je suis tellement excitée, moi qui suis très pieuse. Je crois que j'ai été bénie par Dieu. Cette année a été révolutionnaire pour moi. J'ai travaillé si dur. Mes rêves sont devenus réalité. Je rêvais d'être champion du monde. Je me suis bien préparé pour cette compétition et je suis heureux d'avoir gagné. C'est fantastique pour mon pays. Ce bon bilan de l'Afrique l'est aussi grâce aux athlètes kényans. La nation termine en effet 4e au classement des médailles, grâce entre autres au sacre d'Asbel Kiprop sur 1500 mètres et Eunice Sum aux 800 mètres féminins. Je suis très heureuse. Je me suis impressionnée moi-même car je ne pensais pas pouvoir courir ainsi. Je crois que personne ne s'attendait à ma victoire car je suis plus à l'aise sur 1500 mètres. Je suis juste venue à ces championnats du monde pour m'essayer aux 800 mètres. Je me sens bien. Je suis heureux car j'ai défendu avec succès le titre que j'ai gagné il y a 2 ans. Le Kenya termine ses mondiaux sur un total de 12 médailles dont 5 en or, devant l'Éthiopie qui comptabilise 10 médailles. Étudiant pendant l'année académique, ouvrier durant les vacances, Pablo n'aura pas eu beaucoup de répit cette année. Ce n'est pas la première fois que je fais un job de vacances. Je l'ai fait l'année passée et ça m'a permis d'assurer ma scolarité. C'est pour cela que je le fais cette année encore. Le cas du jeune homme n'est pas isolé puisque beaucoup d'autres étudiants reproduisent le même schéma, l'objectif étant de subvenir à leurs frais scolaires. Il y a beaucoup d'élèves ici qui n'ont pas de père, qui n'ont pas de mère. Grâce à ces travaux qu'il avait travaillé maintenant, il va gagner les sous. On peut payer 500 000 ou 700 000. Ça ne suffit pas toute l'année. Et puis son et il paye ses matériaux scolaires. Des associations ont même décidé d'appuyer l'initiative de ces jeunes. Parmi elles, l'ACHO, association des fils d'Obiang, qui les réunit et les encourage. Nous avons réuni les jeunes de tout le pays. Et le jeune de Luba peut connaître le jeune de Ebeying. Vous savez, c'est une grande distance. Et si vous allez à Baney et que vous dites que vous êtes de Lacho, vous trouverez quelqu'un qui va s'occuper de vous. Alors, qu'est-ce qu'on a gagné? On fait de sorte que tous les jeunes se sentent comme une seule personne. À Malabo, 3 jeunes sur 4 sont membres de cette association. Le déplacement raté du président Etienne Tshisekedi pour Brazzaville domine largement la presse parue ce lundi 19 août 2013 à Kinshasa. Commençons notre ronde avec le phare qui présente les dessous des cartes de la rencontre Sassou Tshisekedi. En effet, de nombreux analystes politiques sont d'avis que les reports à la dernière minute du déplacement de Brazzaville du président Etienne Tshisekedi n'est pas l'effet du hasard car il devrait cacher des dessous des cartes.
Dans ce contexte, le renoncement par Tshisekedi à son voyage de Brazzaville est inscrit dans la droite ligne de son refus de donner sa caution présente ou future aux institutions issues des élections de novembre 2011 et leurs animateurs, écrit le phare. Congo indépendant se demande si Etienne Tshisekedi serait ensorcelé. En effet, les Congolais épris de paix et de justesse ont un regard inquisiteur sur cette rencontre qualifiée de la dernière chance dans l'opinion, sans porter un jugement ou faire un procès de tension à qui que ce soit. Chacun doit se battre pour que les négociations allant dans le sens de redonner l'espoir aux Congolais se tiennent. Le plus grand fossé qui reste est de réconcilier les deux grandes personnalités de la vie politique de la République démocratique du Congo, à savoir le président de la République démocratique du Congo Joseph Kabila et le président autoproclamé Etienne Tshisekedi Omulumba. C'est seulement à ce prix que la République démocratique du Congo pourrait aspirer à la paix et au progrès. Une sagesse ne dit-elle pas qu'il ne faut pas chanter sa supériorité dans un vent dont le moteur est en panne, écrit Congo indépendant. Toujours en rapport avec les rapports de la rencontre Tshisekedi-Sassou Nguesso, la tempête des tropiques présente la mise au point de l'UDPS. Albert Moleka a été dépêché à Brazzaville le samedi 7 août courant pour présenter des excuses au président Denis Sassou Nguesso et confirmer la rencontre qui devait se tenir à une date à convenir. Seulement l'UDPS dénonce dans sa déclaration la présence au Bichungobila de la police et d'unités combattantes et de la garde républicaine, comme ce fut le cas le 26 novembre 2011 à l'aéroport international d'Ndjili, quand la population avait voulu accueillir les candidats Tshisekedi. Ainsi, les tête-à-tête entre les deux personnalités seraient remis à un autre jour. La manchette aborda les tractations autour des concertations nationales, écrit la majorité malade de cet homme. En quête de postes ministériels, certains cadres de la majorité présidentielle militent en sourdine en complicité avec l'opposition pour déstabiliser les institutions. Tenez, ces caciques de la majorité présidentielle ont officiellement les deux pieds à la majorité, mais en réalité, ils ont un pied à la majorité et l'autre à l'opposition. Le but inavoué poursuivi n'est que la chute du gouvernement Matata Ponyo. Le mécontentement de ces caciques est incommensurable à cause de la lenteur présumée du chef de l'État à faire tomber le Premier ministre, et donc tout le gouvernement révèle la manchette. Terminons notre ronde avec l'Observateur qui atteste que 62% de la population congolaise sont opposés à l'idée de la formation du gouvernement d'union nationale à l'issue des concertations dont la tenue est presque imminente, alors que 23% sont favorables et 15% se sont abstenus. C'est ce qui ressort d'une récente enquête réalisée par l'Institut Le Point. Pour cette frange de la population, l'heure n'est pas au partage du gâteau, mais plutôt à l'organisation des élections provinciales et locales. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. À la prochaine.